Bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire sur l'accompagnement des projets dans le domaine du réemploi, de la réparation et de la réutilisation, les 3 R, organisé donc ce matin par la CRES Occitanie, la région Occitanie et l'ADEME. Alors, avant de commencer, on va se présenter. Qui sommes-nous? Aujourd'hui, vous avez autour de la table donc pour ce webinaire donc Prisca Giraudot de la région Occitanie, donc qui est chargée de projet économie circulaire et planification des déchets, et également Pauline Schwartz pour la région qui est chargée de mission économie circulaire. Économie sociale et solidaire. On va commencer à se mélanger. On a également Louise Barraud, donc de la CRES Occitanie, qui est chargée de projet observatoire et économie circulaire, et moi-même, donc Perrine Colomer-Régis, pour l'ADEME, pour la direction régionale Occitanie. Je suis chargée de mission économie circulaire. Alors, avant de commencer, je vais rapidement rappeler, parce que bon, maintenant, je crois que tout le monde est assez rodé à l'exercice, mais voilà, rappeler les règles du webinaire, donc les règles de l'intelligence collective. Donc, on vous écoutera avec attention et on vous demande du coup d'intervenir, de ne pas hésiter déjà à intervenir, de vous faire confiance et de parler avec intention, sachant que nous serons dans un cadre bienveillant. Voilà, et on essaiera évidemment de respecter le cadre de notre échange pendant ces 2 heures. Louise, je te laisse continuer pour les règles techniques. Merci beaucoup, Perrine. Alors, donc effectivement, comme le disait Perrine, là, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est habitué aux visio maintenant. Donc, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent un petit peu l'utilisation de Zoom. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à utiliser la barre d'outils en bas pour couper vos micros et vos caméras quand vous n'êtes pas en train de parler ou de faire une présentation, parce que ça fait beaucoup de bruit parasite. Donc, coupez vos micros. Vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions pendant la présentation, pendant les différentes présentations. Vous allez voir un certain nombre d'intervenants qui viendront tour à tour présenter les dispositifs d'accompagnement. On prendra toutes les questions à la fin de différentes interventions, avec un temps dédié pour les questions-réponses. Mais en attendant, si vous avez une intervention à faire, merci d'utiliser le chat et de ne pas ouvrir vos micros. Vous avez aussi, cette séance est enregistrée. J'ai une demande de la part de ma collègue qui vous demande de faire un affichage en mode intervenant. Et puis, voilà, si vous avez aussi besoin d'une aide technique, vous pouvez aussi nous écrire à Camille Fousseret et à moi, Louise Barraud, en message privé pour qu'on puisse vous répondre. Voilà, je pense que j'ai fini. Merci Louise. Donc du coup, je vais continuer pour remettre un petit peu ce webinaire dans son contexte, voir pourquoi on se réunit aujourd'hui, quel est le but. Et donc pour ça, je vais faire un petit peu d'historique. Alors il faut savoir que dans le cadre de son plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire, la région a lancé des travaux sur la thématique du réemploi, de la réparation et de la réutilisation, donc les fameux 3 R, auxquels participent la CRES et l'ADEME. Et dans le cadre de ces travaux, il y a 2 groupes de travail qui ont été créés. D'une part, connaître et faire connaître le sujet des 3 R, et d'autre part, monter et faire vivre un projet 3 R. Donc, pour la première partie qui est connaître et faire connaître les 3 R, l'objectif, en fait, c'est de répondre aux enjeux de la connaissance de ces acteurs et de la communication sur les 3 R. Et pour le deuxième groupe de travail, monter et faire vivre un projet 3 R, c'est la réunion d'aujourd'hui. L'objectif, c'est de répondre aux enjeux de besoin d'accompagnement dans le montage et la vie d'un projet 3 R et la stabilisation de modèles économiques de ces structures-là, donc du réemploi, de la réparation et de la réutilisation en Occitanie. Donc, c'est dans ce cadre-là que se tient ce webinaire aujourd'hui. Et l'objectif, ça va être de présenter l'écosystème d'accompagnement régional pour la création de structures de réemploi, de réparation et de réutilisation, de présenter donc les principaux dispositifs d'accompagnement et d'avoir des retours d'expérience d'entreprises, enfin de structures, pardon, qui ont été accompagnées. Vous avez en fait une communauté de travail sur la plateforme numérique collaborative Cyclope que je vous invite à
à rejoindre si ce n'est pas le cas. De toute façon, les slides vous seront envoyés, donc vous aurez le lien pour retrouver cette communauté. Et sur cette communauté, en fait, on partage les actualités, les documents, les présentations. Il y a également un forum de discussion pour échanger sur ce projet et cette thématique donc de monter et faire vivre un projet 3R. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter l'ordre du jour de cette réunion, voir ce qu'on va faire ce matin ensemble. Donc tout d'abord, Louise donc de la CRES va vous présenter l'écosystème d'accompagnement qui peut du coup intéresser les acteurs des 3R. Et puis ensuite, nous aurons l'intervention de différentes structures d'accompagnement sur leur dispositif, ainsi que le témoignage de structures qui ont pu être accompagnées. Donc interviendront ce matin, et nous les en remercions, France Active, l'incubateur Alter Incube, donc l'ADEME, Realis, la région et le réseau national des ressourceries. Voilà, donc je laisse la parole à Louise pour présenter l'écosystème. Merci Perrine. Alors, effectivement, donc, je représente aujourd'hui la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire Occitanie, donc l'association qui représente les structures d'économie sociale et solidaire. Et il se trouve que les entreprises dans le domaine du réemploi, de la réutilisation, de la réparation sont très souvent, mais pas exclusivement, mais quand même très souvent, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ainsi, les structures qui vont, les dispositifs et les structures d'accompagnement qui vont pouvoir accompagner les projets de 3R à leur création vont être sensiblement les mêmes que les dispositifs qui accompagnent les entreprises de l'ESS. Donc, l'objectif, c'est de vous brosser très, très rapidement un portrait en 3 minutes de l'écosystème d'accompagnement en Occitanie, qui ne sera bien sûr pas exhaustif, mais qui peut vous donner un peu une idée de la richesse de l'écosystème d'accompagnement sur notre région. Donc, d'abord, vous avez des têtes de réseau, des fédérations qui sont un petit peu transversales sur l'ESS. Donc, bien entendu, la CRES Occitanie, mais également le mouvement associatif pour les associations, l'URSCOP pour les coopératives ou le MOVE, qui est le mouvement des entrepreneurs sociaux en Occitanie. Ces têtes de réseau ne sont pas forcément porteuses de dispositifs d'accompagnement. C'est le cas pour la CRES ou pour le MOVE. Mais en revanche, elles vont pouvoir être une première porte d'entrée pour vous apporter de l'information, vous orienter vers des dispositifs et généralement, ces têtes de réseau-là participent à des dynamiques sur le territoire, aussi bien sur l'économie sociale et solidaire en général que sur des filières spécifiques comme par exemple l'économie circulaire et les projets de 3R en particulier. Sur les projets de réemploi, réparation et utilisation, les structures sont souvent aussi, mais encore une fois pas exclusivement, mais on retrouve souvent des SIAE, donc des structures de l'insertion par l'activité économique. Et pour ça, vous avez en Occitanie 3 têtes de réseau de l'IAE que vous pouvez consulter pour vous accompagner sur la création d'une structure de l'insertion. Le CORAS, la Fédération des acteurs de la solidarité et la Fédération des entreprises d'insertion. Et idem pour le secteur adapté, où vous pouvez faire appel à l'Union nationale des entreprises adaptées ou AP CAP Occitanie pour vous apporter l'information nécessaire, notamment l'information juridique, et vous accompagner à créer votre projet. Je vous dresse un très rapide portrait des structures qui peuvent vous accompagner aux différents stades de votre création d'entreprise, avec une petite frise qui va de l'idée à l'accélération du projet. Donc, d'abord, pour les projets en création, sur tout ce qui est accueil, information, orientation, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Vous pouvez faire appel aux têtes de réseau de l'économie sociale et solidaire, mais également à l'agence de développement économique ad hoc de la région. Et puis, donc pour votre première phase, vous pouvez ensuite, à la phase d'idée, démarrage, où vous avez besoin de tester votre projet, intégrer un incubateur d'innovation sociale. Il en existe plusieurs en Occitanie, je ne m'étends pas dessus puisque nous allons avoir une présentation d'Alter Incube tout à l'heure.
Et puis, vous avez des réseaux d'accompagnement qui vous accompagneront sur toute la vie de votre projet, qui portent des dispositifs différents et qui peuvent intervenir aussi bien à l'émergence, la création, au cours du développement de la vie de votre projet. C'est le cas évidemment de France Active. Alors France Active qui est un organisme de financement des entreprises de l'ESS, mais également qui a un volet accompagnement qui est très développé. Le parcours adresse qui est un dispositif d'accompagnement porté par le mouvement associatif et qui accompagne les entreprises de l'ESS en création sur Toulouse Métropole et l'agglomération du Murtin. Donc c'est plutôt localisé en Haute-Garonne. Les BGE qui sont présentes dans tous les départements de l'Occitanie et qui sont un réseau d'accompagnement plutôt généraliste, mais qui accueille également des entreprises de l'ESS. Vous allez avoir évidemment l'URSCOP pour tout ce qui va être création et développement des sociétés coopératives, les SCOP et les SIC. Et puis, l'Agence de développement économique ad hoc dont j'ai déjà parlé, et également Realis, la cité de l'ESS, qui va également vous être présentée tout à l'heure. Sur une phase qu'on appellera plus de consolidation, développement, changement d'échelle. Vous avez le dispositif local d'accompagnement qui est porté au niveau régional par le mouvement associatif et au niveau départemental par d'autres structures de l'ESS. Je ne reviens pas dessus non plus puisqu'il va être présenté dans un second webinaire le 6 juillet prochain. Donc, du coup, je vous laisserai le découvrir à ce moment-là. Et puis, pour l'accélération des projets, le dispositif Alter Venture. En ce qui concerne l'écosystème de financement des projets, vous avez un grand nombre de solutions qui existent, qui ne s'adaptent pas forcément à tous les projets et qui, là encore une fois, dépendent de l'état d'avancement de votre création d'entreprise, dont certains vous seront présentés également ce matin, donc je ne vais pas forcément trop m'étendre dessus. Sachez que sur l'émergence, vous pouvez bénéficier des garanties de structures comme France Active ou de l'URSCOP, mais également de fonds de confiance, etc. Pour en savoir un peu plus sur l'écosystème de financement, plutôt que de vous faire une présentation exhaustive qui n'est pas l'objet de ce matin, je vais plutôt vous orienter vers des outils qui sont développés à la fois par la région Occitanie, la CRES ou encore l'ADEME. La région Occitanie a créé un site internet qui référence ces aides financières pour les entreprises de l'ESS, qui s'appelle le Hub Entreprendre, pour les aides pour les entreprises de l'ESS, mais pas seulement d'ailleurs, où du coup vous allez pouvoir trouver un catalogue très fourni des dispositifs présents sur la région en fonction de la typologie de votre projet. Sur les dispositifs qui sont propres cette fois aux entreprises de l'ESS, sachez que la CRES Occitanie édite régulièrement des guides pour la création d'entreprises avec tous les dispositifs d'accompagnement et de financement qui sont présents sur un territoire. Donc, ce sont des guides départementaux que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Je vous enverrai le lien avec le PowerPoint. Et puis, pour tout ce qui concerne les aides financières qui sont distribuées par l'ADEME, vous pouvez les retrouver toutes sur la plateforme Agir, dont on vous enverra également le lien avec le PowerPoint. Mais je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà connaisseurs de ces outils. J'en ai fini pour ma partie. Du coup, je ne crois pas qu'il y ait de questions dans le chat à ce propos. Si ça vous convient, je vous propose de céder la parole à notre premier intervenant qui est France Active. Ce que je vous propose de faire, Vincent, si ça vous convient, c'est de passer directement sur votre présentation d'Alter Incube avec votre entreprise témoin. Et puis, on reviendra sur France Active un petit peu plus tard. Ok, ça marche.
Je vous laisse présenter votre diaporama si c'est… Oui, il faut juste… Voilà, j'attendais que je puisse de pouvoir partager l'écran. Normalement, c'est bon, vous devez avoir… OK. Donc, bonjour à toutes et à tous. Vincent Borel, chargé d'accompagnement de projets de création d'entreprise à Alter Incube. Alter Incube, c'est un incubateur de projets d'innovation sociale et environnementale. Et c'est à ce titre-là surtout que je suis là ce matin et que je vais parler. Et nous sommes un dispositif de l'URSSCOP. Euh, voilà, et puis voilà, on agit avec des financements. Et je n'ai pas déclenché mon chrono, et ça, c'est pas bien du tout. Voilà. Voilà, nous avons des financements européens, c'est ce qui nous permet d'agir sur les projets d'entreprise. Donc, nous sommes un incubateur de projets de création d'entreprise. Donc, c'est bien des entreprises que les porteurs de projets souhaitent créer lorsqu'ils rentrent à Alter Incube, et des entreprises, des projets d'innovation sociale et environnementale. Alors, l'innovation sociale, j'ai essayé de mettre des mots-clés qui caractérisent un peu ce que c'est. Je vais aller assez vite là-dessus. C'est des porteurs de projets qui ont repéré un besoin social et environnemental mal satisfait ou pas satisfait, en particulier souvent sur un territoire, et puis qui s'assure surtout que ce diagnostic de besoin social mal ou pas satisfait est bien partagé avec les acteurs de ce territoire. Donc nous, on les pousse à aller à la rencontre des acteurs. Je dis ça parce que ça va être important après pour Marie-Laure Barrois, là, qui va parler après moi et qui va illustrer un peu ceci sous forme en expliquant comment eux s'y sont pris, voilà, dans le cadre de leur projet. Sont des projets qui ont donc une mission sociale, peut-être même avant même de leur mission économique, mais qui ont quand même un modèle économique. Et on va vérifier que ce modèle économique soit pérenne, soit viable. Et puis, autre chose aussi qu'on peut dire, c'est que c'est des modèles économiques qui sont souvent hybrides, avec des financements publics à côté de financements privés ou de leur propre chiffre d'affaires. Ça, c'est pareil, c'est aussi important pour les projets, d'après ce que nous, on a vu dans le cadre des projets des 3R, réemploi, réutilisation, réparation. C'est aussi des projets qui vont co-construire leurs solutions, qui ne vont pas développer tout seuls dans leur coin, dans leur garage. Ils vont développer avec un écosystème. De toute façon, si c'est un besoin qu'ils ont identifié sur un territoire, ils vont devoir construire leur projet avec cet écosystème de ce territoire. Et c'est ce qu'expliquera Marie-Laure tout à l'heure. Et puis, c'est aussi des projets qui ont la volonté d'entreprendre autrement, c'est-à-dire concevoir une entreprise responsable, voilà, qui s'interroge sur son fonctionnement, sur ses missions. Ils ont la volonté de partager les risques et les responsabilités, la gouvernance, etc. Je vais vite parce que je voudrais faire juste 5 minutes pour laisser la parole après à Marie-Laure Barrois du projet Recyclons. Une autre façon de comprendre notre action, c'est à travers les différentes thématiques de l'innovation sociale et environnementale. Donc, nous sommes un incubateur multithématique. On n'est pas spécialisé sur le développement durable et l'environnement. Et c'est important parce qu'on va avoir une offre qui va correspondre à tous les projets de création d'entreprises d'innovation sociale. Pour ceux qui ont une bonne acuité visuelle, vous verrez côté gauche de la diapo, il y a les domaines du recyclage, réduction des déchets, économie circulaire. Je voulais vous montrer, bon là, vous voyez aussi des logos de projets d'entreprises maintenant que l'on a accompagnés. Juste, je voulais vous dire qu'on est un incubateur vraiment multithématique. On n'a pas adapté notre offre au domaine des 3R. On est d'ailleurs un accompagnement classique, hein, soyons humbles. On est là pour accélérer, booster les projets de création d'entreprise. On fonctionne sous forme de 2 appels à projets par an. Donc, le prochain appel à projet sortira d'ailleurs ce mois-ci, vers la fin du mois. Il y a une présélection sur dossier, jury. Les projets rentrent en pré-incubation pour 4 mois. Puis après, un nouveau jury pour une incubation sur 12 mois. Et tout au long de ces 16 mois, on va apporter, mais de façon classique, comme d'autres incubateurs le font, comme Première Brique le fait à Toulouse et comme Catalyst, que l'on a contribué à créer, le fait sur Toulouse. Donc des journées collectives, c'est-à-dire des formations, un accompagnement individuel évidemment, puisqu'on est structure d'accompagnement,
des expertises que l'on peut solliciter à un moment donné, que l'on peut financer de la part de consultants qui vont aider les projets porteurs sur un point critique de leur projet. Et puis, ça, c'est peut-être ce qui nous caractérise un peu plus par rapport à des incubateurs classiques, des ateliers de travail collectif. On met beaucoup en place, on en a encore jeudi, des ateliers d'intelligence collective où finalement les porteurs de projets vont s'aider, s'auto-aider, enfin, s'aider mutuellement pour résoudre des problématiques qui bien souvent sont communes sur les projets. Voilà, donc ça représente à peu près presque 170 projets que l'on a accompagnés depuis la création d'Alter Cube en 2007, et puis presque 90 créations d'entreprises. Et je voulais finir, même si normalement mon temps est écoulé, je voulais finir sur une... J'ai essayé un peu de réfléchir, qu'est-ce qui caractérisait finalement les projets de réemploi, de réutilisation, de réparation par rapport à d'autres projets que l'on accompagne. Et on a réfléchi à plusieurs. On a constaté déjà que ce sont la plupart du temps des projets de filière, donc des projets qui soit s'inscrivent dans une filière, c'est évident, hein, dans leur emploi, etc., soit qui vont devoir créer cette filière, et ça c'est encore plus ambitieux. Et c'est le cas de justement l'activité de Recyclons qui va témoigner tout à l'heure. Les facteurs clés de réussite de ces projets, et Marie-Laure va l'illustrer tout à l'heure, vous allez voir, c'est vraiment l'équipe projet. Il faut qu'il y ait une équipe déjà. De toute façon, on est là pour incuber des projets de création d'entreprise, d'innovation sociale, donc c'est des projets qui entreprennent à plusieurs. Et l'équipe va être primordiale pour pouvoir s'insérer dans l'écosystème. Et puis, c'est souvent des projets qui ont besoin de financement important au démarrage, et en particulier de financement public. Et les points de vigilance rapidement qu'on a identifiés, ça va être à nouveau l'équipe, la capacité des porteurs à rassembler autour d'eux, à être centripètes sur leur projet, et donc à attirer, voilà, à générer un soutien concret sur leur projet, qui bien souvent est un soutien financier, mais pas que. Et des projets qui nécessitent des changements de comportement, et ça, du coup, ça crée des inerties, c'est-à-dire que des changements de comportement particuliers chez les consommateurs, des changements de comportement au sein de filières. Et donc ça, il va falloir, ça prend du temps, et il va falloir évangéliser ces filières. Création de filières, je l'ai dit, et puis nous, en termes d'accompagnement, finalement, on est attendu par ces porteurs de projets sur la mise en place d'un collectif. Alors, depuis, on a pas mal progressé là-dessus. Et on est vigilant là-dessus, et on essaie d'aider les porteurs de projets à les mettre en réseau et à leur faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment, en particulier ces projets 3R. Et puis, ils nous attendent aussi sur des outils pour la gestion des parties prenantes de leur projet. Voilà, j'en ai fini, juste pour être un peu, voilà, générique, et puis maintenant on passe à une illustration, et j'espère que Marie-Laure ne me contredira pas, et au contraire montrera que les projets 3R, voilà, ont ces caractéristiques-là. À toi, Marie-Laure. Bonjour, donc je m'appelle Marie-Laure Barrois, et je vais vous faire un petit témoignage de notre ressenti avec l'association Recyclons. Donc dans la slide suivante, on peut voir que Recyclons est hop, la slide suivante, il y a du mal à arriver peut-être. C'est bloqué. Donc, Recyclons, nous sommes une entreprise qui a été créée, une association créée en mars 2019. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous créons et animons des filières en économie circulaire autour des déchets, et plus particulièrement des déchets plastiques marins, des filières sur les territoires. Et donc, pour ça, on engage les acteurs. Nous sommes une industrie collaborative, et nous avons, pour débuter, fait une preuve de concept, mais on voit également que pour commencer, il faut avoir une équipe solide, et une équipe qui est solidaire, engagée. Donc là, on peut aller sur la slide suivante. Et il faut que cette équipe soit motivée et qui vraiment
et soit plein d'énergie, avec les mêmes valeurs morales. Et parfois, c'est un peu le hasard des choses de trouver des associés, des partenaires. Et dans le cadre de Recyclons, il y avait déjà eu un pré-projet qui ne s'appelait pas Recyclons, qui finalement n'a pas abouti parce que ce n'était pas la bonne équipe. Et donc moi, j'ai rencontré Xavier Murard, donc, qui est l'initiateur du projet, en allant ramasser des déchets plastiques sur la plage. Donc c'est vraiment du pur hasard parfois. Mais le hasard, il faut aussi savoir s'écouter parce que ça peut marcher. On a droit donc à l'échec, ce que je viens de vous montrer, mais il faut aussi être à l'écoute de l'autre et s'écouter. Donc dans la slide suivante, on se rend compte que pour pouvoir démarrer, il faut quand même qu'il y ait une preuve de concept. Et cette preuve de concept, elle a été initiée par Xavier Murard au Gros du Roi. C'est lui qui a pensé le projet et il cherchait un porteur de projet qu'il a trouvé au sein de l'Institut marin du Siquarium du Gros du Roi. Et des acteurs engagés comme la communauté de communes Terre de Camargue et puis un recycleur qui a permis en fait de valoriser les déchets. Donc ça, c'était toute la chaîne de valeur de cette première filière a permis d'exister grâce à cette identification des acteurs. Mais ça ne suffit pas d'avoir une preuve de concept, il faut le faire connaître. Et donc, il ne faut pas hésiter à être présent, à aller dans les salons, à aller vers les autres. Et puis, il faut faire un gros effort de communication. Et là, on a eu la chance d'avoir le soutien des médias qui nous ont sollicités pour des articles, des radios, des reportages télévision. Et il faut aussi ne pas hésiter à répondre à des appels à projets. Et par exemple, le projet Recyclons a pu être mis en valeur grâce à l'appel à projet de Nicolas Hulot en 2018, mon projet pour la planète. Et nous avons aussi répondu à un appel à projet qui s'appelle le Créaton du Monde Nouveau, organisé par le groupe La Dépêche Midi Libre. Donc il faut, ça c'est très important de bien communiquer, ne pas avoir peur d'aller vers les autres. C'est essentiel de marquer le territoire, d'être présent. Donc pour ça, il faut commencer à se développer dans son écosystème proche. Donc c'est le territoire, la région. Et on peut voir que dans le cadre de Recyclons, on ne s'est pas cantonné qu'aux pêcheurs et aux collectivités territoriales. On est allé aussi vers les entreprises, aussi bien les PME, les grands groupes que les startups. Donc, par exemple, Yuyo qui fait des planches de surf en impression 3D, qui d'ailleurs a été incubé chez Alter Incube. Mais par exemple, le groupe Vinci Autoroute qu'on a sollicité un peu par hasard en participant à des groupes de travail sur d'autres thématiques. Parfois, quand on va sur d'autres thématiques, on a la chance de pouvoir croiser des acteurs qui peuvent vous intéresser pour votre propre thématique. On s'est aussi inscrit, on a adhéré à des clusters, à des groupements d'entreprises comme le Polmer Méditerranée. Et on s'est rapproché des collectivités territoriales comme le Pays de l'Or, le SICOM Ag-Pézenas, mais aussi le domaine de l'enseignement, la recherche avec Technacol, des entités qui sont portées par la région comme le CEPRALMAR qui travaille avec les pêcheurs et le domaine conchilicole. Et enfin les ports, les grands ports. Donc, nous sommes développés d'abord au niveau régional et ensuite, on a agrandi notre réseau en se développant d'une manière plus globale. Et ça, on le voit dans cette slide. On n'a pas hésité à solliciter ou être sollicité ou de répondre à l'appel aux grands groupes comme Suez. On a répondu tout récemment à un appel à projet de l'Agence spatiale européenne et nous avons été retenus. Et pour ça, nous avons monté un consortium avec d'autres entreprises. Et ça, c'est important de savoir identifier les bons acteurs pour répondre à des appels à projets.
souvent, nous sommes sollicités pour des auditions, pour des témoignages. Par exemple, nous en avons fait un sur le groupement, la session parlementaire du Sénat, mais également au Parlement européen sur la commission pêche. Donc, il faut vraiment agrandir son réseau. Et en agrandissant son réseau, petit à petit, on trouve des acteurs qu'on peut solliciter pour répondre à des appels à projets, ce qui permet, in fine, d'asseoir son modèle économique en ayant des moyens, des solutions, des partenaires solides autour de nous. Donc, nous développons notre réseau, mais ce n'est pas tout. Il faut être soutenu. Il faut être soutenu. Et donc là, nous avons eu la chance, voilà un petit panel vous voyez les logos de chacun, mais nous sommes allés donc à la rencontre d'Alter Incube, mais aussi de Realis. Nous avons postulé au BIC en pré-incubation. Nous sommes fait aider aussi des associations qui aident les associations. Ça, c'est important. C'est vraiment un outil qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Par exemple, nous avons eu besoin de refondre complètement nos statuts parce qu'on a fait un premier jet de statuts et on s'est aperçu que ce n'était pas les bons, que ce n'était pas viable pour notre modèle économique. Donc, on a sollicité Cap Projet, l'association ASEGA qui est à Nîmes, Cap Projet à 7. Xavier Murard avait participé au tout début de son projet, enfin de son idée à la Yes Academy, je crois que c'était en 2017. Et puis également, on participe à des salons. Alors là, on a eu la chance d'avoir la possibilité d'avoir des stands gratuits grâce à des participations ou des témoignages qu'on a pu faire lors de sollicitations. Et aujourd'hui, nous sommes soutenus par le ministère de la Transition écologique et solidaire qui nous subventionne, mais on répond aussi, on fait de la prestation directe auprès d'entreprises. Et qu'est-ce que nous avons en fait rencontré comme écueil? Eh bien, c'est le fait d'être en innovation sociale et en fait, ce sont des nouveaux marchés et donc on va un peu vers l'inconnu. Donc, il faut y aller petit à petit. Et justement, c'est là où c'est important de ne pas être tout seul et de monter les projets en multi-partenariat, en co-construction avec le territoire. Et créer un modèle économique dans ces marchés, ça peut être compliqué. Et comme le disait tout à l'heure Vincent, ce sont des modèles qui sont hybrides. Et effectivement, on a des subventions, soit de la région, soit de l'État. Pour le projet initial, il y avait l'ADEME, justement, qui avait financé le projet pilote, la région et puis les fonds européens pour la pêche, les FEAMP. Et en phase 2, donc, quand on a créé l'association pour dupliquer le projet, on l'a dupliqué donc, en Atlantique et puis en Occitanie. Mais on a également répondu à des appels à projets avec des entreprises qui nous permet d'avoir des financements. On facture directement ces entreprises en tant que prestataires. Et comment se faire financer? Justement, en diversifiant ses produits, ses services. Donc, par exemple, on a fait de l'animation, de la sensibilisation auprès de grands groupes. Vinci Autoroute, ils nous ont sollicité pour faire animer un atelier en économie circulaire. On fait des animations de terrain avec les CPIE, par exemple le CPIE d'Arles, du Rhône-Alpes. On a fait des journées, des ateliers au lycée de la mer pour justement impliquer, sensibiliser les étudiants dans les métiers de la pêche. Donc, c'est vraiment un gros travail de motiver les acteurs pour les impliquer dans les projets, les persuader. Et donc ça, si on vous ferme la porte, il faut rentrer par la fenêtre, par la cheminée. Il faut vraiment se bouger. Il faut être très dynamique, prêt à communiquer. Et donc, on a eu un très, très bon soutien dans les différentes structures auxquelles on a été rattachés. Mais peut-être qu'on aurait aimé avoir une formation spécifique en économie circulaire quand on n'est pas forcément du milieu,
si on n'a pas fait des études sur le développement durable, l'économie circulaire, peut-être qu'un petit module sur l'économie circulaire pourrait être utile. Et également étudier des modèles au niveau international ou nationaux qui voilà, bien étudier, décortiquer avec des spécialistes de la stratégie économique les modèles existants. Et enfin, peut-être aussi, ce sont des projets qui demandent plus de temps que des projets classiques comme Obic, et peut-être un temps d'incubation un peu plus important pourrait être utile. Je termine parce que j'ai fini mon temps, mais si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Et puis, vous n'hésitez pas à me solliciter après ce webinaire. Donc, vous avez nos coordonnées ici. Merci beaucoup Marie-Laure pour cette présentation très riche et très complète. J'ai fait une très brève présentation de l'écosystème d'accompagnement en début, mais alors vous l'avez très fortement complété avec vos nombreux partenaires, et merci du coup pour cette exhaustivité. Merci également pour les suggestions que vous nous faites. Alors c'est vrai que dans le cadre du PRAEC, du plan régional d'action pour l'économie circulaire qui est porté par la région Occitanie, il y a justement un groupe de travail, il me semble, Priscat, tu me dis si je dis n'importe quoi, qui est sur ces questions-là de formation. Et du coup, ça pourrait être intéressant de développer cet élément-là. Dans le chat, il y a Gilles Monteil qui suggère également le MOOC qui est porté par la Maison des Canaux à Paris sur la question de l'économie circulaire. Et puis, il y a bien évidemment les formations qui sont proposées par l'ADEME, dont Perrine Colomé-Régis nous vous met le lien dans le chat, ce qui me fait d'ailleurs une super transition, puisque Perrine, je te passe la main pour que tu nous présentes désormais les modules de l'ADEME. Parfait, merci Louise. Je vais juste du coup partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Tout est OK. OK. Alors, c'est parfait. Donc, du coup, je vais vous présenter en effet les dispositifs d'accompagnement de l'ADEME pour les acteurs des 3R dans le cadre de France Relance. Oh, pardon, j'ai dû enlever le diaporama, excusez-moi. Petite post manip. Hop. C'est bon, donc dans le cadre de France Relance. Alors, juste en 2 mots pour revenir justement sur le plan de relance, il faut savoir que dans le cadre du plan de relance, l'ADEME bénéficie d'une enveloppe de 30 milliards sur les 100 milliards qui sont prévus pour les projets de transition écologique. Et il y a notamment 500 millions d'euros qui sont dédiés à l'économie circulaire. Et du coup, dans le cadre de cette enveloppe pour l'économie circulaire, on a différents dispositifs d'aide que vous retrouverez sur la plateforme Agir pour la transition qui a été partagée par Louise et dont vous retrouverez le lien dans ces slides. Et donc, du coup, dans le cadre de ces dispositifs-là, on en a certains qui vont être particulièrement dédiés aux acteurs des 3R, notamment celui qui s'affiche à l'écran. On a en fait 2 dispositifs, un sur les études et un sur les investissements, donc pour le réemploi, la réparation et la réutilisation. Ces dispositifs-là s'adressent à tous les acteurs, donc que ce soit des entreprises, des collectivités, des associations, des structures de l'ESS, des chambres consulaires. Et en fait, là, on va venir aider. Alors, pour la partie études, ça va être des diagnostics ou des études de faisabilité qui vont venir consolider, en tout cas accompagner un projet d'investissement sur le réemploi, la réparation ou la réutilisation. Et on va également venir aider vos équipements, l'aménagement de l'outillage dans le cadre de projets de 3R. Donc là, par exemple, à l'écran, j'ai mis, on peut aider la création d'une recyclerie ou l'adaptation, la modernisation d'une recyclerie ou de services qui existent déjà. Donc là, vous trouverez à l'écran les 2 liens vers justement la plateforme Agir avec le détail de ces dispositifs d'aide, où vous retrouverez toutes les conditions d'éligibilité. Il faut savoir que pour les projets d'investissement, on pourra les aider s'il y a eu justement une étude en amont, étude qui peut être aidée jusqu'à 70%. Vous voyez à l'écran les taux d'aide maximales en fonction de la taille de la structure
structure qui va faire sa demande d'aide, voilà, à la fois pour la partie études et la partie investissement. Donc voilà, je vous invite pour ces projets-là à vous rapprocher de l'ADEME pour voir si votre projet est éligible, pour voir comment on peut vous accompagner et à retrouver du coup en préalable sur ces 2 liens toutes les informations. Et du coup, pour illustrer finalement ce dispositif d'accompagnement, en fait, qui existait déjà avant le plan de relance, mais dont voilà, les budgets ont été augmentés, donc les moyens, donc c'est assez intéressant, se sont vus amplifiés dans le cadre du plan de relance. Je vais laisser la parole à Madame Virginie Soto de l'association 1001 Récup, qui a du coup pu bénéficier de ce cofinancement dans le cadre de la recyclerie de Gaillac. Donc, je vous laisse la parole, Virginie, si c'est OK pour vous. Bonjour, oui, c'est OK pour moi. Merci. Bonjour, donc je suis Virginie Soto, la directrice de l'association 1001 Récup à Gaillac. Donc nous avons créé cette association en juin 2019, c'est assez récent, pour 2 objectifs. Un premier objectif, d'avoir un impact sur la réduction des déchets à travers une activité de recyclerie, donc la collecte, la valorisation et la vente d'objets de seconde main et la sensibilisation. Et un second objectif qui est d'accompagner les chercheurs du territoire dans leur parcours de retour à l'emploi, donc par le biais d'un atelier chantier d'insertion. Nous avons démarré une activité de recyclerie en septembre 2019. Nous avons eu la chance d'avoir le soutien de 2 associations, dont une qui nous a prêté un espace de stockage et nous a fait don de tout un stock d'objets déjà, et une autre association qui nous a mis à disposition un local en centre-ville de Gaillac, dans lequel nous avons pu ouvrir une première boutique recyclerie, une toute petite de 40 mètres carrés, mais qui nous a permis de démarrer un petit peu l'activité et de commencer à nous faire connaître. En septembre et octobre 2020, nous avons démarré le chantier d'insertion. Et depuis début 2021, en fait, là, nous sommes vraiment dans une phase encore dans une phase de démarrage, puisque nous venons d'accéder à des nouveaux locaux, 3 espaces que nous allons occuper de façon progressive là, depuis le début de l'année. Donc, nous avons un premier espace, le magasin, qui fait 220 mètres carrés, que nous avons ouvert début mars. Un deuxième espace dans lequel nous sommes en train d'installer, d'aménager la zone d'apport des dons, de tri, de stockage depuis le début du mois d'avril. Et début juillet, nous accédons à un troisième et dernier espace de 250 mètres carrés environ qui va nous permettre de développer les ateliers de réparation. Donc jusqu'à maintenant, on récupère des objets qui sont en relativement bon état. L'objectif, c'est vraiment d'installer, de développer des ateliers de réparation d'appareils électriques, électroménagers, autour du bois, autour de la réparation de vélos, et on verra en fonction des besoins du territoire. Donc nous, avant de créer l'association, on a fait pendant 1 an un diagnostic du territoire au cours duquel nous avons rencontré différents partenaires, dont l'ADEME, donc que nous avons rencontré en juillet 2018, donc 1 an avant même d'avoir monté la structure, d'avoir créé l'association. Nous avons ensuite eu un autre contact en décembre 2019. Et ensuite, petit à petit, en 2020, nous avons eu différents échanges pour constituer la demande de subvention. Donc, nous avons eu une aide financière de l'ADEME que nous venons d'obtenir, on les remercie, qui va nous permettre de nous aider sur l'achat de matériel de manutention, matériel informatique, tout ce qui est outillage pour les ateliers de réparation, mais aussi le véhicule, puisque nous souhaitons développer des activités, un service de collecte à domicile, de vie de maison, etc. Voilà. Et notamment aussi par rapport à la communication, on ne le sait pas toujours, mais voilà, on peut aussi être aidé sur ça pour notamment la réalisation de l'enseigne, de flyers, de sites internet, etc.
Voilà, donc nous, moi, si j'ai un conseil à donner aux porteurs de projets, c'est vraiment de rencontrer ce type d'organisme. Alors là, je témoigne pour l'ADEME, mais on a aussi été accompagné par la région, par la Fédération des acteurs de la solidarité, par France Active, enfin, voilà, différents organismes qui sont tous complémentaires et qui peuvent vraiment aider à construire le projet et à faire en sorte qu'il soit aussi pérenne financièrement, quoi. Voilà, donc si jamais il y a des questions, je suis aussi à l'écoute. N'hésitez pas, je vais mettre mes coordonnées dans le chat. Si besoin, je pourrai répondre à vos questions. Merci beaucoup Virginie, merci pour ce témoignage. Et en effet, c'est exactement ça. N'hésitez pas à nous contacter en amont de vos projets pour justement qu'on puisse voir ensemble comment l'accompagner au mieux, comment constituer les dossiers de subvention, comment faire une étude si besoin pour conforter la solidité d'un dossier. Voilà. Donc, les équipes de l'ADEME sont à votre disposition pour ça. Je reprends du coup la main sur la présentation parce que je vais très rapidement présenter 2 autres dispositifs qui peuvent vous intéresser dans le cadre des 3 R. Alors, on en a en effet un autre qui va concerner la lutte contre le gaspillage et surtout, en fait, qui va pouvoir aider les invendus, que ce soit alimentaires ou non alimentaires, sachant que pour les non alimentaires, c'est dédié uniquement aux structures de l'ESS. Donc là aussi, je vois que le temps tourne, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous retrouverez toutes les informations sur notre plateforme Agir. On peut également aider ce qui va être études ou investissement pour permettre de limiter en fait les invendus. Donc là aussi, vous avez les taux d'aide possibles et de la même façon, je vous invite à nous contacter si vous avez un projet dans ce sens-là. Et le dernier dispositif sur lequel je passerai un petit peu plus de temps parce que voilà, il est tout récent, il vient de se lancer. C'est un dispositif pour aider en fait au réemploi, à la réduction et à la substitution. Alors cette fois-ci pour les emballages et les contenants, toujours un sujet important dans la partie réemploi. Donc là aussi, on va aider les études et les investissements, notamment pour en fait passer d'emballage à usage unique à des dispositifs de réemploi. On va pouvoir changer les approvisionnements d'emballages alors plastique pour des emballages réemployables. On peut aider les infrastructures de logistique ou encore améliorer les équipements existants dans ce domaine-là. Donc là aussi, vous retrouvez le lien vers le dispositif et moi, je suis disponible pour vous accompagner sur ces projets-là, sachant que comme pour tous les projets de l'ADEME, on ne pourra aider les investissements que s'il y a une étude en amont, étude qu'on peut financer également. Voilà, je vais passer ensuite, juste pour vous dire qu'on a donc notre plateforme Agir pour la transition. Vous retrouverez toutes les aides. Vous pouvez en fait filtrer par profil, que vous soyez une entreprise, une collectivité, pour avoir toutes les informations. Et du coup, mes contacts également si vous avez un projet dans ce sens-là, sachant que voilà, n'hésitez pas à nous contacter en amont pour qu'on puisse construire ensemble au mieux vos projets. Voilà, je vous remercie. Et Louise, je te laisse la parole. Merci beaucoup Perrine pour cette présentation et pour ce témoignage de Virginie également qui rappelle l'importance de la complémentarité des différents réseaux d'accompagnement. Je vais maintenant laisser la main à Realis, qui est le pôle des entreprises économiquement performantes, socialement responsables. Donc, je crois que c'est Muriel qui s'occupe de la présentation. Est-ce que vous êtes là et est-ce que vous m'entendez? Muriel Chambert, donc chargée de mission au pôle Realis. Je vais partager ma présentation. Normalement, j'ai un témoignage de Stéphane Duponchel, mais visiblement, il n'a pas le son. Alors, effectivement, je l'ai vu se connecter. Sa caméra fonctionne, mais le son... Ah, c'est bon, le son marche. Donc, je lui donnerai la parole à la fin. Parfait, ça marche. Alors, bonjour. Moi, je suis chargée de mission au pôle Realis. C'est une pépinière de l'économie sociale et solidaire qui est gérée par la région Occitanie en direct. Pépinière, ça signifie que nous avons différentes activités au sein du pôle Realis. Une activité d'accompagnement dont je vais parler aujourd'hui et qui est de l'accompagnement qui peut être auprès de structures de l'ensemble de la région.
Mais nous avons aussi d'autres fonctions. Nous avons une fonction d'hébergement. Nous avons des locaux et des locataires à titre permanent au sein du pôle Réalis. Nous sommes également un centre de ressources car nous hébergeons des partenaires de l'économie sociale et solidaire et que nous organisons un certain nombre d'événements à destination des entreprises de l'ESS. Et enfin, nous sommes un centre d'affaires, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de faire des locations non permanentes, donc ponctuelles, de salles de réunion, bureaux d'affaires, et même on a un espace Agora qui est derrière moi sur l'image, qui peut être loué pour des événements un peu qui ont besoin d'espace. Réalis, c'est une pépinière qui existe depuis 2013. Depuis 2013, nous avons accompagné 64 entreprises. En 2020, nous avions 35 entreprises accompagnées et depuis le démarrage, ça représente un peu plus de 500 emplois qui ont été créés par les entreprises que nous avons accompagnées. Les secteurs d'activité sont assez divers et d'ailleurs, nous avons essayé de les représenter dans cette fleur. Donc, on a autant des activités qui sont dans le domaine des services, de l'industrie, de la santé, du numérique, mais aussi pas mal de projets qui sont dans le domaine de l'environnement. Donc, c'est autant des plateformes qui cherchent à améliorer. Donc, Enerfib, c'est une plateforme de financement participatif de projets d'énergie renouvelable. Mobitip travaille sur la transition écologique au niveau des entreprises dans le cadre de leurs frais de mission. On a aussi la Palanche qui est un drive zéro déchet. Donc, vraiment, tout secteur d'activité, on n'a pas de spécialité de la même façon qu'Alterincube. Ce qui nous définit, c'est qu'effectivement, on accompagne des projets qui sont déjà créés et qui ont un objectif sociétal. Et après, je rentrerai plus dans le détail de nos critères d'accès. Donc, qu'est-ce qui regroupe tous ces acteurs, toutes ces entreprises? C'est qu'elles appartiennent ou qu'elles souhaitent appartenir à l'économie sociale et solidaire. Donc, historiquement, l'économie sociale et solidaire s'auto-définissait par des statuts. Donc, les coopératives, les associations, les mutuelles et les fondations faisaient partie de l'économie sociale et solidaire. Et depuis la loi de 2014, les sociétés commerciales peuvent faire partie de l'économie sociale et solidaire à partir du moment où elles respectent un certain nombre de principes. Et les principes en question, c'est une finalité sociale qui sont au cœur de l'entreprise et du coup qui sont dans les statuts. Finalité sociale au sens large, c'est-à-dire qu'on peut avoir une finalité à dimension environnementale. Quand on parle de finalité sociale, on devrait plutôt parler de finalité sociétale. Donc, dans les structures de l'économie sociale et solidaire, il y a aussi comme critère important une gouvernance démocratique. On a vocation à accompagner des projets qui sont plutôt collectifs et qui essayent de mettre au sein de la gouvernance différentes parties prenantes, un peu comme Alterincube, mais post-création. Et enfin, le troisième principe important de l'économie sociale et solidaire, c'est que dans les statuts, il doit y avoir une lucrativité encadrée. C'est-à-dire que si l'entreprise fait des bénéfices, ce qu'on espère, ce qui est quand même un objectif pour favoriser la pérennité de l'entreprise, ces bénéfices-là ne sont pas distribués en majorité aux associés de l'entreprise. Après, nous, au sein de Réalis, on accompagne plus particulièrement ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire qui se développe dans le champ marchand et on a tout à fait vocation à accompagner des projets qui ne sont pas dans le champ de l'ESS et qui souhaiteraient s'orienter. L'accompagnement que l'on propose, donc c'est un accompagnement qui dure 36 mois et qui démarre par un bilan entrepreneurial
Ce bilan entrepreneurial fait un point sur l'équipe projet ou l'équipe dirigeante et pour voir quelles sont les compétences ou savoir-être qu'il va falloir aller chercher postérieurement au développement de l'entreprise. Il y a un certain nombre de formations qui sont proposées. Donc, on a un programme de formation que l'on propose tous les 6 mois et qui est construit à partir des besoins des entreprises que l'on accompagne. Mais il y a toujours des formations obligatoires. Donc, il y a la question de la gouvernance des entreprises sociales qui est une formation obligatoire, comprendre ses comptes, mesurer son impact social et environnemental et élaborer une stratégie financière. Ensuite, il y a la possibilité de pouvoir solliciter des expertises sur les thématiques qui sont citées, là, innovation sociale, R&D sociale, mesure de l'impact, collaboration, gouvernance, etc. Et enfin, cet accompagnement est un accompagnement qui est organisé, coordonné et chapeauté par un chargé de mission, donc moi-même ou Christian Courret, qui est mon collègue. Et c'est un accompagnement individuel qui comprend à la fois le suivi économique de l'entreprise et également le suivi du projet sociétal qui est poursuivi par l'entreprise. Et voilà. Donc, du coup, dans nos critères de sélection, il y a un critère qui est incontournable, c'est qu'il faut être créé ou en passe de l'être parce qu'on signe une convention avec une entreprise. Et quand je dis entreprise, les associations sont éligibles à cet accompagnement. On n'a pas de racisme statutaire. Après, on a des critères qui sont plutôt sur la dimension économique et le potentiel de développement de l'entreprise. On cherche à accompagner des entreprises qui vont générer de l'emploi sur le territoire et qui éventuellement vont faire rayonner l'Occitanie au niveau national, voire international. Et après, on va regarder la dimension sociétale. Et là, on revient sur les critères statutaires de la loi ESS, une gouvernance partagée, une lucrativité encadrée, un objectif social ou environnemental. Et est-ce que ce projet est d'innovation sociale? Enfin, on va regarder si l'équipe projet est volontaire pour un accompagnement et a besoin de cet accompagnement, bien évidemment. Juste une petite remarque par rapport à ces critères. On accompagne des projets qui sont innovants, donc évidemment, on n'a pas les réponses sur l'ensemble des critères de façon complètement claire. Donc, on est sur des projets. Le potentiel de développement, c'est un potentiel de développement. Et même la dimension sociétale, on va essayer d'analyser le potentiel d'évolution du projet vers l'économie sociale et solidaire. Il ne faut pas avoir 100% des critères dans les statuts tout finis, parce que sinon, on n'aurait plus d'accompagnement à faire. Pour intégrer le pôle, donc, il faut participer à une réunion d'information collective. Je vous ai mis le lien dans la slide suivante. Donc, on en fait une par mois avec Alterancube. Ensuite, vous nous envoyez une présentation du projet, on fait un rendez-vous et on s'oriente vers le comité d'agrément. Et voilà. Donc, je pense que je suis dans les temps pour ma part. Donc, vous trouvez le lien pour s'inscrire à une réunion d'information collective et également le contact de Réalis. Je suis disponible à la suite de cette présentation si vous avez besoin, si vous avez des questions. Et du coup, je vais laisser la parole à Stéphane Duponchel, associé et directeur général de l'entreprise Ecomatelas, qui va vous parler de l'accompagnement à Réalis et de l'entreprise Ecomatelas. Tu es avec moi, Stéphane? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Très bien. Bon, superbe. J'ai un petit débit Internet, donc vous n'aurez pas l'image. Mais laissez-moi vous présenter un petit peu et rapidement la société Ecomatelas. Ecomatelas a été créée en 2017 auprès de Jérémy Adjedj, que j'ai rejoint dans la même année. Nous sommes donc cofondateurs de cette modeste entreprise. La vocation d'Ecomatelas est de collecter des anciens matelas. Il faut savoir que le matelas est un déchet assez complexe à recycler, puisque aujourd'hui, enfin, du moins à l'époque, en 2017, les filières étaient extrêmement faibles. Et en général, on massifiait, quand on arrivait à collecter les matelas, on les concentrait et on séparait les matières pour en faire des balles
des gros ensembles de matières pour une deuxième vie, pour faire des dosseraie de sièges ou dans l'industrie automobile, des systèmes d'isolation. Mais il faut savoir que très peu de matelas étaient véritablement collectés. Le positionnement d'Ecomatelas, c'est de récupérer une partie du gisement de fin de vie, de retraiter les mousses, les désinfecter pour qu'elles soient le plus propres possible, les retailler, et avec 3 mousses, on fait un matelas qui techniquement vaut très largement un matelas aujourd'hui neuf qu'on met sur le marché. La spécificité aussi du positionnement d'Ecomatelas, c'est qu'on permet à des personnes primo-accédants ou même personnes qui souhaitent faire l'acquisition d'une literie d'appoint, eh bien d'avoir une literie complète sommier plus matelas à moins de 250 €. Voilà. Voilà le positionnement d'Ecomatelas. La spécificité aussi d'Ecomatelas, c'est que nous sommes une entreprise de SS. Donc, on est présent, comme l'a cité Muriel, dans nos statuts, et il y a une gestion collaborative qui est un petit peu plus spécifique et différente des sociétés commerciales traditionnelles. Mais au final, tout le monde s'y retrouve. Il faut savoir qu'il y a 4 ans à peu près, nous faisions annuellement 34 000 € de chiffre d'affaires annuel, et qu'aujourd'hui, on est à 1 million d'euros annuels sur l'exercice 2020, et nous vendons plus de 4 000 matelas par an. Voilà. On est une entreprise qui rayonne principalement sur l'Hérault. On déborde un peu sur l'Occitanie sur des grosses commandes. Et je vous le donne en primeur, à partir du mois de septembre, on vendra au national avec un circuit de logistique et de reverse qui nous permettra de faire 3 000 matelas et literies par mois. Voilà. Donc voilà l'objectif. Nous sommes composés de 10 personnes environ. La moitié de ces personnes sont issues du monde de l'insertion. Ça veut dire plus précisément des gens qui ont décroché du monde du travail depuis 12 mois ou 24 mois. Ces profils s'avèrent très faciles à intégrer par rapport aux tâches qu'il y a à réaliser. Et globalement, on forme une équipe qui est assez fluide. Alors, tout en essayant de respecter mon temps, mais Muriel, je compte sur toi pour tempérer, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce qu'a fait Realis dans notre cheminement. Donc, très rapidement, en 2018, on s'est rapproché de Realis, qui pour nous était un appui d'aide au développement. Le monde de l'insertion, on ne connaissait pas, et pour être très franc avec tout le monde, on voyait le monde de l'insertion comme un univers un petit peu complexe, avec beaucoup d'a priori, pas forcément très joyeux. Et en fait, le Realis, et Muriel en particulier, nous a pris par la main pour nous désacraliser, dédramatiser un petit peu cet espace-là. Elle a pris le temps de nous faire visiter plusieurs entreprises hébergées au police, et qui finalement étaient tout à fait semblables à notre activité. Sauf qu'elles avaient un petit accent un peu plus humaniste, avec la volonté de vouloir être plus large dans sa façon d'embrasser l'entreprise. Donc là-dessus, et après plusieurs rencontres de cadres de Realis, on a pu déployer notre développement parce qu'on a été présenté directement auprès de l'ADEME, qui a monté des dispositifs d'aide. On a pu aussi accélérer notre développement par une popularisation de notre nom auprès des instances de la métropole et de différents acteurs bancaires. On a fait aussi une levée de 300 K €, dois-je le dire encore, grâce au contact de Realis, puisque en fait, il existe des dispositifs de fonds qui sont dédiés aux entreprises d'insertion. C'est pas plus simple, mais c'est juste plus spécifique. Donc, les gens qui vous aident financièrement ne sont pas forcément obsédés par une rentabilité immédiate le mois suivant ou à la fin de l'année suivante. Ils sont un peu plus cool, et l'esprit est plus de la réussite de l'entreprise que du bon jus que ça doit sortir tout de suite. Voilà. Donc, avec la société qui s'appelle Inco, qui a voulu bien faire confiance à Ecomatelas, on a un point trimestriel qui est est-ce que ça va, est-ce que vous n'avez pas de difficultés, comment on peut vous aider, est-ce que vous voulez qu'on vous envoie quelqu'un pour vous donner un coup de main. Voilà. Donc c'est très, j'aime pas le terme parce qu'il est trop largement mal employé, mais c'est quand même une entreprise bienveillante. Voilà. Et là-dessus, on est tous gagnants.
Et aujourd'hui, l'entreprise qui est en train de voler totalement de ses propres ailes souhaite créer un deuxième site dans le sud de la France, plus largement du côté peut-être du Vaucluse, qui va être un site un petit peu de logistique, puisqu'on va multiplier en fait nos capacités de livraison sur le national. Voilà, donc Realis a été à nos côtés vraiment depuis le début, et puis sans être trop prépondérant sur ses exigences, parce qu'effectivement, en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas être tout le temps dans le pot commun en donnant de la nourriture qu'on voudrait pour alimenter le groupe de travail. Des fois, on est un peu distant, mais on n'a pas trop d'autres choix. Mais Muriel et ses équipes nous font bien sentir que ce n'est pas très grave et ça nous permet d'avancer collectivement sur nos projets d'entreprise. Voilà. Donc, globalement, la situation nous permet aujourd'hui de bien garantir le fonctionnement global d'Ecomatelas et nous sommes hyper enthousiastes sur les prochaines étapes à venir. Merci beaucoup. Du coup, on a fini la présentation. Si vous avez des questions, on est à disposition. Merci en tout cas à vous deux et merci Stéphane pour ce ton très positif. Merci. Effectivement, je vous rappelle que vous avez toujours le chat si vous voulez réagir ou poser des questions au fur et à mesure pour qu'on les relaye, mais qu'un temps d'échange est prévu aussi en fin de webinaire. Je vais passer maintenant la parole à Pauline et Prisca pour la région Occitanie qui vont vous présenter les dispositifs de la région. Prisca, je te laisse démarrer. Donc, on va faire une présentation à deux voix avec Pauline. Moi, je vais vous présenter très rapidement les dispositifs d'aide à la réalisation sur les projets locaux qui relèvent de la direction de la transition écologique et énergétique. Et Pauline vous présentera les dispositifs qui sont sur les entreprises en général, sur le SS en général. Et donc, on aura un exemple qui vous sera présenté. Je commence à présenter. Donc, au niveau du service déchets économie circulaire, nous avons plusieurs dispositifs qui existent. Aujourd'hui, je vais vous présenter essentiellement un dispositif qui me semble être le plus adapté sur les projets 3R. Donc, c'est celui qui s'appelle Aide à la réalisation de projets locaux et donc qui vise à accompagner des projets sur la prévention et la gestion des déchets et la transition vers l'économie circulaire. Donc, ce dispositif vise à prévenir les déchets, à faire en sorte qu'il y ait une réduction à la source des déchets, qui vise aussi à allonger la durée d'usage, etc., etc. Donc là, on voit bien que le 3R peuvent tout à fait être concernés par ces exemples. D'ailleurs, le projet dont on vient de parler, donc Ecomatelas, a bénéficié d'une aide aussi de notre service sur la partie étude initiale pour tester le processus. Donc ce dispositif-là concerne une sorte d'investissement et bien souvent, on fait en sorte que ces projets soient cofinancés ADEME Région. Quand on a un projet qui nous est présenté, on contacte nos collègues à l'ADEME avec qui on travaille très étroitement et on fait en sorte au maximum de pouvoir faire les rendez-vous en commun et de faire en sorte que les projets soient vraiment cohérents. Comme ça facilite l'instruction ensuite qu'on fait ensemble. Donc, c'est de l'investissement et c'est des interventions qui sont encadrées par les régimes d'aide publique. Donc, on est dans un cadre qui nous est imposé notamment par l'Europe. Donc, il y a des régimes et suivant le type de projet, on choisit un régime d'aide ou un autre, mais qui fixe des plafonds d'aide qui sont différents. Donc, par exemple, sur le régime des minimis, là, on a un taux d'aide qui est plafonné dans la durée. En fait, la subvention est maximum de 200 000 € d'aide publique cumulée, quel que soit le financeur public, sur 3 années. Donc, je ne vais pas tous les énumérer, il y en a plusieurs. Donc, en fait, on fait en sorte, quand on fait l'instruction, de prendre le régime d'aide qui est le plus favorable au projet, à la fois dans l'immédiat et également dans la durée, si jamais on sait que c'est un projet qui appellera ensuite à d'autres financements publics postérieurs. Donc, au niveau des dépenses éligibles sur ce dispositif-là, on peut avoir des préétudes préalables.
Dans ces cas-là, on est bien sur un projet dans lequel on sait qu'après coup, il y aura des investissements qui seront prévus. Dans ce cas, les études qui sont préalables à l'investissement peuvent être financées. C'était le cas, par exemple, des Comatlas. On a également des frais d'accompagnement et d'ingénierie associés à l'investissement qui peuvent être pris en charge. Là, on est sur des frais qui donnent lieu à des facturations. Et puis, on a également tout ce qui relève des investissements matériels. Donc, par exemple, achat de machines, achat de matériel. Là, on peut prendre en compte tout ce qui est investissement, excepté ce qui est consommable. Et là, c'est pareil, suivant les types de dépenses, on a des taux d'intervention maximum qui sont fixes. Donc, par exemple, sur les études, on est limité à 50 000 € d'aide possible, qui représentent 50% de la dépense. Pareil pour les frais d'accompagnement d'ingénierie. Et sur l'investissement, ça dépend du régime et ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Donc, je ne vais pas forcément entrer dans les détails. Ça, on l'étude vraiment au cas par cas avec chaque projet pour répondre le plus précisément à la personne. Donc, en général, sur les projets, on est sur les petites entreprises, mais ça peut arriver que ce soit des grandes. Donc c'est vrai que je ne préfère pas donner des taux comme ça. Donc, il faut à la fois cumuler les taux d'aide publique en global, cumulés, et les taux d'aide région. Donc, on essaie de faire en sorte, par exemple, quand on a un taux d'aide qui est de 55% sur de l'investissement, quand on est avec l'ADEME, on fait moitié-moitié, par exemple. Voilà. Il peut y avoir aussi également des aides complémentaires sur des frais qui sont liés à de la sensibilisation, de la communication ou de l'animation. Ça a été cité tout à l'heure, mais effectivement, c'est des choses qu'on peut aussi éventuellement prendre en compte. Donc ça, c'est sous condition, donc ça, c'est vraiment aussi fait étudier projet par projet. Voilà, très rapidement, je ne rentre pas plus dans les détails. C'est vrai que nous, après, on essaye au maximum de présenter avec les porteurs de projet les dispositifs et puis, en fonction du projet, répondre aux questions. Sachant qu'on est quand même relativement récent. Ces dispositifs-là ont 3 ans. Donc, on construit aussi la façon de faire au fur et à mesure avec une essai d'harmonie au niveau de la région. Donc, des fois, les réponses qu'on a apportées il y a 2 ans ne sont plus forcément les mêmes aujourd'hui. Donc, on adapte aussi nos réponses. Notre volonté étant d'initier des projets et de pouvoir montrer que des choses fonctionnent. C'est vrai qu'un projet qui a été accompagné il y a 2 ans et on a fait plusieurs expériences il y a 2 ans ne sera pas forcément encore accompagné dans l'avenir. Voilà un peu rapidement. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si besoin et à revenir vers nous sur des projets en particulier. Et du coup, je laisse la parole à Hoc Consigne. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Bonjour, merci Prisca. Donc, je m'appelle Anne-Claire de Gaille et je vais vous présenter rapidement aux consignes ce qu'on fait et ce que le soutien de la région nous a permis de réaliser jusqu'à présent. Donc, Op Consigne, ça est une association aujourd'hui créée en 2018 qu'on a repris en 2020 et qui va passer en scope d'ici la fin du mois de juin, on espère. On a l'ambition de relancer la consigne de verre pour réemploi dans l'est de l'Occitanie. Alors, la consigne de verre pour réemploi, qu'est-ce que c'est? C'est au lieu de casser des bouteilles et de les refondre et de les refabriquer, on les collecte, on les lave, on les reconditionne dans des palettes et on les vend à des producteurs. C'est une demande forte des consommateurs. 88% des consommateurs souhaitent un retour de la consigne de verre aujourd'hui en France selon l'ADEME. Et c'est une orientation très claire aussi de la région Occitanie. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour être rentable et avoir un vrai impact environnemental? On vise rapidement un développement industriel de la filière avec la collecte, le lavage et la revente de plusieurs centaines de milliers de bouteilles. On a 2 domaines d'activité stratégiques spécifiques. Enfin, le premier, c'est la sensibilisation du grand public au réemploi, donc à ce nouveau mode de consommation, l'accompagnement des professionnels dans leur transition vers le réemploi, donc professionnels, les producteurs, vignerons, brasseurs, producteurs de jus, mais aussi les magasins qui sont des points de collecte. Et le deuxième axe, qui est le cœur de notre métier, c'est la collecte de bouteilles sales dans ces points de collecte,
leur transport et le lavage dans un outil dédié situé voilà, en Occitanie, près de Montpellier. Un outil qui est très sobre et frugal en consommation énergétique et consommation en eau, et la vente donc de bouteilles. Donc, à part les consommateurs, il y a 3 maillons essentiels dans la filière: les producteurs, les magasins et les collectivités, qui cherchent absolument, bien sûr, à réduire, à maîtriser la production de déchets sur leur territoire. Donc en 2020, la nouvelle équipe projet donc Consigne, on a rencontré plus de 300 personnes pour faire une étude de faisabilité en interne et s'assurer que les signaux étaient ouverts. Et puis pour comprendre aussi la perception du réemploi et à quelles conditions les producteurs, les magasins se lanceraient. Et aujourd'hui, on a une 60aine de partenaires qui sont partants. Sur le territoire de Consigne, on a estimé à 125 millions le nombre de bouteilles qui étaient recyclées par an. Si on en réemploie seulement 1%, on est à l'équilibre en année 3. Voilà. Mais le plus difficile, finalement, c'est le démarrage. Comment initier, comment se lancer et avec quel soutien. Et c'est là où le soutien à la fois de la région, de la métropole de Montpellier, de l'ADEME, de Citeo aussi, nous est d'une importance énorme. C'est-à-dire que on pense être à l'équilibre dans 3 ans, mais au départ, il faut une impulsion de départ de soutien public. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment cela qu'aujourd'hui la région et la métropole nous ont donné. On a rencontré Prisca Giraudot donc de la région et Florence Suc de l'ADEME très tôt, dès qu'on a repris le projet, même avant d'ailleurs, en décembre 2019, on leur a présenté ce qu'on voulait faire. Et depuis, en fait, on leur parle très régulièrement pour les tenir au courant des avancées, etc. Donc, c'est vraiment un dialogue qui s'installe. Et moi, pour les autres porteurs de projets, je vous encourage vraiment à faire cela, parce que c'est important d'expliquer ce qu'on fait et de montrer qu'il y a des avancements, etc. Et donc, le soutien qu'on a reçu, c'est donc un soutien pour le lancement. Aujourd'hui, qui nous a permis de nous installer pour la phase expérimentale dans une des travées de la cave coopérative de Lansargues et de lancer le dispositif avec une machine expérimentale, une petite machine, de faire notre première tournée. On a récupéré 10 000 bouteilles sur le territoire, de commencer les tests de lavage, et bientôt, on va donc laver, reconditionner et revendre. Et donc ça, c'est vraiment une impulsion de départ qui est vraiment très importante, sachant qu'on est suivi aussi par donc l'ADEME pour la phase industrielle qui commencera début 2022. Je dirais aussi que le soutien nous a permis d'acheter de l'équipement qui nous a ensuite permis d'équiper environ 25 magasins, drive en vrac, etc., auprès desquels, donc, qui vont collecter les bouteilles des consommateurs et aussi de commencer toute une phase de communication auprès des consommateurs et de former aussi les équipes en magasin. Voilà. Donc voilà en un mot ce qu'on fait et comment la région nous a soutenus. Et je vous remercie beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Merci. Merci beaucoup Anne-Claire. Pauline, je te laisse prendre le relais. Oui, merci beaucoup pour vos présentations. Juste donc de manière complémentaire, on souhaitait également faire un focus sur les aides qui peuvent être mobilisables au niveau de la région au titre du développement économique. Donc moi, je travaille au sein du service économie sociale et solidaire qui est rattaché à la direction de l'économie et de l'innovation. Donc au niveau de cette direction, il y a également un certain nombre de dispositifs qui peuvent être mobilisés par des projets d'économie circulaire et plus particulièrement sur la thématique des 3 R.
Juste quelques critères transversaux pour la mobilisation de ces aides avant de vous faire un court focus sur certains de ces dispositifs. Donc, toutes les entreprises en fait, sont éligibles à ces aides qui sont dites de droit commun. En fait, il n'y a pas d'aide spécifique économie circulaire ou ESS, hein. Donc, que ce soit des sociétés commerciales, des coopératives. Et pour les associations, il y a 2 conditions. Donc, soit être agréé entreprise d'insertion ou entreprise adaptée, ou pouvoir présenter un compte de résultat faisant apparaître au moins 50% de ressources issues de la vente de biens ou services. Et un autre point aussi important à avoir en tête, c'est que la subvention qui pourrait être sollicitée sera plafonnée au montant des fonds propres de l'entreprise. Donc au niveau de la direction de l'économie et de l'innovation, vous avez 2 types d'outils dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui se nomment PASS et Contrat. J'ai mis dans la slide suivante un panorama des dispositifs de la DEI que vous pourrez regarder si vous le souhaitez dans le support qui sera envoyé, simplement pour vous montrer que des dispositifs interviennent à différents stades de vie des entreprises, sur la phase de création, sur des projets d'innovation, sur la phase de développement. J'ai mis une petite étoile sur le focus que je vous propose sur le contrat innovation notamment. Sur le volet innovation, et puis sur la phase de développement, les PASS, PASS Occitanie et contrat croissance, et l'immobilier d'entreprise. Bon, en quelques minutes, je ne vais pas pouvoir aller dans le détail, mais simplement vous donner un peu l'objectif de ces 4 dispositifs. Donc le contrat innovation, en fait, on va être sur le soutien à des projets d'innovation qui sont portés par des entreprises de manière individuelle ou collaborative avec des organismes de recherche. Et donc, on est sur le soutien à des programmes de recherche et développement qui peuvent être de nature technologique, mais aussi sociale ou environnementale. Donc, l'innovation sociale est éligible dans le cadre de ce dispositif. On sera sur une intervention dont le taux pourra être variable selon la taille de l'entreprise, autour de 45% pour une TPE, par voie de subvention ou éventuellement d'avance remboursable. Et les dépenses qui pourront être donc ciblées, en fait, c'est toutes les dépenses qui sont liées au programme de R&D qui vise au développement d'un produit ou d'un service innovant in fine, sur une phase qui peut aller jusqu'à 4 ans, mais souvent on est plutôt autour de 2 ans. En tout cas, moi, dans le cas des projets d'innovation, j'ai pu avoir à instruire. Et en termes de dépenses éligibles, on prendra les dépenses qui sont directement liées à ce programme de R&D, que ce soit de l'achat, par exemple, de petits matériels pour du prototypage, des dépenses de personnel, donc l'équipe qui va être dédiée à ce programme de R&D, et puis la possibilité également d'intégrer des dépenses externes pour compléter les compétences de l'équipe. Ce contrat innovation est mobilisable dès la première année d'activité de l'entreprise, mais l'entreprise doit être déjà créée. Ensuite, très rapidement, sur le PASS Occitanie et le contrat croissance, je ne vais pas aller dans le détail, simplement vous dire que ce sont des dispositifs qui, eux, couvrent plutôt des besoins d'investissement sur de l'investissement matériel, notamment sur de l'outil de production, ou des dépenses, des besoins sur du conseil ou de l'étude externe. On ne sera pas sur des dépenses internes, sauf dans un cas un peu particulier, dans le cadre du contrat croissance en avance remboursable. Voilà, et le PASS Occitanie est mobilisable par des entreprises de moins de 50 salariés. Pour le contrat croissance, on sera sur toute taille d'entreprise. Et pour le PASS Occitanie, il sera nécessaire de pouvoir présenter à minima un premier bilan. Et dans le cadre du contrat croissance, on est aussi sur l'accompagnement de programmes de développement. Donc voilà, on n'est pas sur vraiment la phase de création de l'entreprise. À savoir sur le PASS Occitanie, on est sur un dispositif, il faut entrer dans une liste de codes NAF, donc de secteurs d'activité qui sont éligibles. Une exception pour l'économie sociale et solidaire qui ne doit pas forcément entrer, tout secteur d'activité peut être éligible au niveau de l'ESS, il y a une exception. La différence entre le PASS et le contrat, ça sera le besoin en financement global du projet, inférieur à 40 000 € pour le PASS et supérieur à 40 000 € pour le contrat. Et juste quelques points clés sur l'immobilier d'entreprise qui peut intéresser, je pense, des projets 3R qui auraient besoin d'espaces importants pour développer leur activité. La région peut accompagner des projets d'investissement immobilier sur des projets de construction, d'achat ou de modernisation de bâtiments, par exemple. Mais selon un principe de répartition des compétences entre les collectivités, en fait, cette intervention ne se fera que de manière complémentaire
à l'intervention d'un EPCI sur le territoire de l'entreprise, donc une communauté de communes ou une communauté d'agglomération qui devra avoir préalablement délibéré. Et puis la région peut intervenir en complémentarité. Sur le territoire des métropoles, la région n'interviendra pas. Je termine juste en vous donnant le site internet du Hub Entreprendre, où vous pouvez retrouver en fait toutes les fiches détaillées des dispositifs qui viennent d'être présentés. Et vous pouvez également donc créer un compte et choisir un référent pour accompagner votre démarche d'identification et de demande de financement. J'ai terminé, Louise. Merci beaucoup, Pauline, pour la présentation de tous ces outils et, qui sont très nombreux, assez complexes. Sur les codes NAF, tu fais bien de le préciser parce que sur les projets ESS dans l'économie circulaire, généralement, on les retrouve dans les non classés ailleurs. Alors, du coup, c'est bien qu'il peut avoir cette petite exception statutaire qui permet aux entreprises de l'ESS des 3R d'être accompagnées par la région, notamment les associations. Merci également pour le site du Hub Entreprendre. Je rappelle que tous les diaporamas qui sont présentés dans le cadre du webinaire de ce matin vous seront ensuite envoyés et disponibles sur la plateforme Cyclope, où notamment vous pourrez retrouver des informations de contact. Petit point organisation. La présentation de France Active qui était prévue initialement en début va être maintenant. Donc Nance, si tu peux allumer ta caméra, s'il te plaît, je te laisse la main dans une petite minute. Et puis on terminera par la présentation du réseau des ressourceries. Élise, je ne t'oublie pas. Ce qui nous laissera moins de temps pour les questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez, de façon à ce qu'on puisse les relayer plus rapidement. Lance, je te laisse la main. Merci. Est-ce que vous voyez bien du coup ma présentation ? On la voit bien. Est-ce que tu peux simplement la mettre en plein écran ? Tout à fait. Très bien, merci beaucoup. C'est parfait, merci. Pour le changement. Alors rapidement, donc, France Active un peu Occitanie, on est un financeur sur toute l'Occitanie et on finance principalement et on accompagne principalement des entrepreneurs engagés. Et du coup, vous avez ci-dessous donc les différents critères de ce que l'on nomme l'engagement et pour lesquels je pense vous correspondez au moins à un de ces items, c'est-à-dire au moins celui sur l'environnement, par la typologie de projet que vous portez. Donc, c'est des projets qui valorisent l'environnement et qui réduisent du coup la production de déchets. Donc, à ce titre, vous êtes considéré comme engagé. Il se peut qu'en plus, votre projet intègre d'autres aspects, comme par exemple l'implantation sur un territoire rural ou l'insertion de personnes en difficulté, ce qui fait qu'ils sont aussi engagés sur les items territoire et projets sociaux. Voire même pour certains, ce sera des projets en coopérative ou en association. Donc, on retrouve l'item gouvernance et parfois même avec l'emploi de personnes précaires, donc l'item emploi. Plus vous avez de critères et plus du coup notre offre est riche et ça vous permet d'avoir accès à des financements et des typologies de soutien financier et d'accompagnement qui sont plus importants. Donc, au vu de la typologie de projet qu'on soutient, eh bien, vos structures sont complètement éligibles aux outils qu'on propose. Les outils essentiellement, donc il y en a 3, c'est les financements que je décrirai rapidement après, la partie conseil qui permet de challenger, de questionner et d'accompagner vos projets, et la partie mise en réseau avec d'autres entreprises ou entrepreneurs ou entrepreneuses qu'on aurait soutenus qui pourraient appartenir du coup à la même filière et avec lesquels vous pourriez travailler. Les différents financements qu'on propose, il y en a 4 en fait. Il y a des prêts d'honneur. Les prêts d'honneur, c'est des prêts que vous faites directement vous en tant que personne et que vous apportez dans votre entreprise de la création quand les banques considèrent que vous n'avez pas assez d'apport. Ça vous facilite en fait l'accès au crédit bancaire. On a des prêts solidaires pour des structures qui sont en création ou déjà existantes et qui appartiennent à l'économie sociale et solidaire, qui là par contre sont des prêts directement à vos structures et qui sont beaucoup plus importants, qui peuvent aller jusqu'à 200 000 € et qui pour les associations sont à taux zéro jusqu'à 30 000 €. Du coup, c'est des financements qui sont assez intéressants parce que pour les associations, ils sont gratuits et qu'ils viennent en fait cofinancer des choses que les banques financent peu, par exemple le lancement d'activités, un fonds de trésorerie, etc. Troisième outil, les investissements en fonds propres. Là, c'est pour les structures qui sont beaucoup plus importantes en termes de taille et qui ont besoin de renforcer donc, leurs fonds propres sur plusieurs années. Généralement, c'est 7 ans. Et donc là, on a des financements haut de bilan qui permettent aux structures vraiment de se développer pendant 7 ans et de ne rembourser qu'à l'issue de cette année. Et enfin, le dernier outil qui est très utilisé, c'est les garanties bancaires. C'est des garanties qui vous permettent de convaincre des banques de vous financer plus facilement, particulièrement si vous avez des problèmes d'intermédiation bancaire et qui sont généralement demandés donc, par les banques dans 90% des cas
pour vous accorder un prêt. Donc ces 4 types de financement, ils sont accessibles à la fois à des projets en création, à la fois des projets en développement, à la fois des entreprises, à la fois des associations. Donc ils sont accessibles généralement à toutes les structures qui nous sollicitent et qui sont dans votre secteur d'activité. L'exemple que je vais prendre de structure qu'on a récemment financé, c'est Merci René. Merci René, c'est un designer d'espace et aménageur d'espace à partir de matériaux et de meubles recyclés ou éco-conçus, qui travaille avec des collectivités, des entreprises et des bailleurs sociaux, et qui a pu bénéficier du coup à la fois d'un prêt solidaire et à la fois d'une garantie bancaire pour son projet de développement. Voilà pour nous. Si vous avez des questions sur les financements ou sur l'accompagnement, n'hésitez pas, c'est le moment. Merci beaucoup, Nance, pour cette présentation qui était très rapide par rapport à l'ensemble de ce que vous proposez. Donc, je vous invite tous, si vous voulez en savoir plus sur France Active, à aller sur leur site internet. Donc, il y a 2 antennes en Occitanie, France Active MPA Occitanie qui est côté ouest et l'ERDI côté est sur l'ex-région Languedoc-Roussillon. L'offre de services est quasiment la même. Voilà, quelques dispositifs prêts qu'il peut y avoir en plus d'un côté ou de l'autre de la région, mais France Active est un réseau national qui propose ces dispositifs d'aide, d'accompagnement et de financement sur l'ensemble de la France. Et ils sont très nombreux et très utiles pour des projets comme les vôtres. Donc, merci beaucoup. Je vois une question dans le chat sur l'appel à projet FDI 2021. Alors, moi, je n'ai pas d'éléments de réponse par rapport à ça. Non, je ne sais pas si tu peux en dire un mot. Mais il y en a d'autres après. L'objectif de ce matin, c'était aussi de vous montrer que les offres d'accompagnement et de financement sont très nombreuses et complémentaires et que du coup, vous pouvez faire appel à différents types de structures. Et par rapport au Fonds départemental d'insertion, c'est un fonds qui va soutenir les structures de l'insertion par l'activité économique. Généralement, il ne finance pas tous les investissements que vous avez ou toutes les dépenses que vous avez. Et donc, on peut être cofinanceur de ce type de dispositif et on peut venir après le FDI. Du coup, ce n'est pas gênant pour moi la temporalité de demander le FDI et ensuite de cofinancer le reste. Merci. Et si vous voulez en savoir plus, notamment sur les cofinancements possibles, les accompagnements, les correspondances, les compatibilités entre les différentes structures, n'hésitez pas à vous rapprocher de France Active pour en savoir plus. Je vais maintenant laisser la parole à Élise qui va intervenir au nom du réseau des ressourceries pour présenter leur volet accompagnement sur l'activité spécifique des ressourceries. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Élise Gruns, je suis administratrice du réseau national des ressourceries et du réseau régional des ressourceries. Je suis aussi fondatrice et salariée de la ressourcerie du Pont, donc une ressourcerie qui est située sur le Vigan. On va vous présenter avec ma collègue Sarah Asselin, donc, qui est directrice de l'ERK ressourcerie de Montpellier. Moi, je vais vous présenter spécifiquement le réseau national et notamment son volet d'accompagnement des porteurs de projets. Et Sarah vous présentera les actions qu'on mène au niveau régional, au niveau de l'Occitanie. Alors, je vais partager mon écran. Donc, le réseau national des ressourceries, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau qui est expert depuis plus de 20 ans. On a fêté notre 20e année l'année dernière, qui regroupe 160 adhérents, qui sont des structures de tout type, répondant principalement à quatre fonctions, qui est la collecte d'objets, la valorisation de ces objets par le réemploi, le relooking, la réparation, à la vente de ces objets et avec un volet spécifique à notre réseau qui est un point fort, qui est la sensibilisation à l'environnement. Donc, c'est des adhérents qui mènent des actions de sensibilisation de différents types où l'objectif, c'est de promouvoir des comportements différents face à notre consommation. C'est aussi un réseau porteur de valeur puisque toutes les structures adhérentes ont adhéré à une charte qui est basée sur 4 piliers.
Donc, la première, c'est d'avoir une action pour l'environnement, donc qui peut être autour de promouvoir la réduction des déchets, la réduction de notre consommation d'énergie, qui peut être aussi de favoriser, de mettre en avant le fait de prioriser le réemploi et la réutilisation. Le deuxième pilier sur lequel les structures adhérentes se basent, c'est le développement d'une économie durable et solidaire. Donc là, le but de ces structures, c'est de viser plutôt le service plutôt que le profit, être dans une démarche de création d'emplois pérennes, de favoriser l'insertion professionnelle et de créer sur le territoire une dynamique de coopération plutôt que de concurrence. Donc, on en vient au troisième pilier sur lequel se base le réseau, qui est coopérer dans la transparence. Donc, le but, c'est vraiment d'être un réseau de partage de savoir, de pouvoir se transmettre nos compétences, se transmettre nos connaissances, et donc favoriser notre complémentarité par rapport à nos différentes structures. Le réseau des ressourceries, au niveau de son soutien, il soutient la création et le développement de ressourceries et d'acteurs du réemploi, qui peuvent être de tout type, des particuliers, des associations, des structures de l'économie sociale et solidaire, des collectivités territoriales. Il propose un accompagnement individualisé et une mutualisation des savoirs. On dispose de plusieurs outils qui sont très importants au niveau du réseau. Donc, il faut savoir que le réseau, en fait, demande à tous ses adhérents d'être transparents aussi sur leurs données, et qu'on édite un observatoire national et régional chaque année. Donc, cet observatoire regroupe l'intégralité de nos chiffres, que ce soit création d'emplois, le tonnage qu'on a collecté, le tonnage qu'on a réemployé, que les structures adhérentes ont un système de pesée pour vraiment pouvoir observer et mesurer notre impact sur la réduction du déchet sur un territoire, mais aussi notre impact en termes de création d'emplois. Donc cet observatoire, c'est un outil très important pour pouvoir communiquer auprès des collectivités et montrer aussi à quel point une ressourcerie est une plus-value pour un territoire et peut vraiment générer de l'activité économique et plein d'autres activités, dynamiser le local, la création de structures partenaires, le développement des partenariats avec d'autres acteurs. Au niveau du réseau national, on a des actions, plusieurs actions très importantes. Depuis 3 ans, on fait une semaine nationale des ressourceries. C'est la 3e édition cette année qui se déroulera du 11 au 17 octobre. Au niveau du réseau national, on a une forte action de plaidoyer où on se fédère avec d'autres réseaux pour essayer de porter l'esprit et la volonté de favoriser le réemploi dans notre société. Donc, c'est comme ça qu'on a obtenu l'année dernière, en s'associant notamment avec Emmaüs, un fonds réemploi où une partie de l'écotaxe des éco-organismes va être reversée à des structures qui font du réemploi. Donc ça, c'était un plaidoyer qu'on a mené en commun et c'était très important pour nous de faire valoir cette action. On a un site interne qui est accessible à toutes les ressourceries adhérentes, où c'est vraiment nos partages de commun. On va y retrouver plein d'informations très pratiques, d'utiles des exemples de règlement intérieur, des exemples d'agencement de boutiques, des plans de financement du service de collecte, vraiment des actions pratiques. On a un forum de discussion entre adhérents et une liste adhérents qui permet à des structures de pouvoir poser des questions et de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres quand ils sont face à une problématique qui peut être de tout ordre, aussi bien problématique RH, problématique financière. Le réseau national mène des campagnes de communication, essaye de faire connaître les acteurs du réemploi, leurs actions, leurs valeurs, leur utilité sur un territoire. Et il conventionne régulièrement, il met en place des conventions de partenariat, notamment avec les éco-organismes, pour faciliter les acteurs du réemploi, pour leur faciliter l'accès notamment à des bennes pour la récupération et le recyclage de leur mobilier, par exemple, ou de leur électronique.
on a de plus en plus de demandes de partenariat qui peuvent être des éco-organismes, mais d'autres prestataires d'ordre privé, notamment sur, par exemple, la réutilisation des invendus ou du déstockage. Donc voilà, ça c'est étudié aussi au niveau national en fonction des valeurs qu'on souhaite porter. Parce que notre but, ce n'est pas non plus d'être un exutoire à la surconsommation, à la surproduction des entreprises. Donc, on a envie de porter ces valeurs-là et c'est ce qu'on fait. Au niveau de l'accompagnement qu'on peut proposer au niveau des porteurs de projets au national, on peut être source de conseils par mail ou par téléphone. On fait des prestations d'accompagnement, de relecture d'études de faisabilité, d'estimation de gisement. On peut faire des études de faisabilité complètes. On a un salarié qui est dédié à l'accueil des porteurs de projets, qui répond à énormément de questions, qui les accompagne aussi dans leur montage, qui les aiguille au niveau de leur réalisation. On a aussi un volet formation avec des formations très complètes, notamment une formation sur créer une ressourcerie, mais on a aussi des formations sur gérer une ressourcerie, l'habilitation électrique, connaître les techniques de réparation du D3E, donc c'est aussi des formations techniques. Comment ouvrir un espace de réemploi en déchetterie, comment mettre en place des outils collaboratifs pour le développement de son projet. Voilà. Comment construire un modèle économique pour son action de sensibilisation à l'environnement, ça c'est aussi une formation qui est super importante. Je fais un petit focus sur la formation créée. Donc on a 2 formations qui vont se dérouler en juin et en novembre. Bon, pour juin c'est un peu court, mais pour novembre c'est encore possible. Donc formation créer une ressourcerie où le but c'est bien d'identifier le métier, les fonctions, les missions, les futurs partenaires. Il y a une journée vraiment sur la construction du projet et de ses étapes. La deuxième journée c'est sur les 4 fonctions que je vous ai présenté au début. Et la troisième, c'est un focus sur le montage du modèle économique et la présentation de son projet. Alors, les ressources. Alors, ça, c'est... on a un site internet, ressourcerie.fr. Sur le site, vous pouvez retrouver le catalogue de formation du réseau, mais aussi un outil qui nous a beaucoup aidé, nous personnellement, dans le montage de la ressourcerie du Pont, qui est le pack projet ressourcerie, en fait, qui est un peu toutes les questions clés à se poser au départ de son projet pour monter une structure, qui sert notamment pour aussi l'adhésion après au réseau, et un formulaire de pré-diagnostic territorial. Donc voilà, c'est vraiment des outils sur lesquels on peut s'appuyer pour commencer son projet. Je vous ai mis le contact de nos 2 salariés au niveau national, à savoir Vincent Joanneau qui s'occupe vraiment des projets de l'adhésion, Sandrine qui s'occupe de la formation et qui peut aussi vous accompagner sur comment trouver les fonds pour se former. Et voilà, du coup, je vais laisser la parole à Sarah Asselin qui va présenter donc le réseau régional des ressourceries. Et voilà. Sarah, à toi. Merci, Élise. Donc, je vais être rapide parce que si j'ai compris, on a pris un petit peu de retard, donc je ne vais pas être longue. Juste vous dire quelques mots de la déclinaison du réseau national des ressourceries au niveau régional Occitanie. Donc, on est 18 adhérents, je crois bientôt on sera à 19 adhérents. On couvre donc le territoire Occitanie. Alors, nous, au niveau de l'accompagnement des porteurs de projets, ce qu'on peut apporter de plus que ce qu'apporte le réseau national des ressourceries, où, comme on vient de le présenter, c'est très structuré, avec une offre de formation, etc. On peut apporter vraiment l'expérience de terrain, puisqu'on est véritablement sollicité par beaucoup de porteurs de projets, plus ou moins avancés dans leur projet, et on ouvre les portes de nos ressourceries. Donc, on peut vraiment, en nous contactant, avoir la possibilité de voir entre ce qu'on imagine d'un projet, voir ce que ça peut donner au réel, donc par des visites, par des temps d'échange avec des professionnels. Donc, l'avantage qu'on a au niveau du réseau régional des ressourceries, c'est qu'on a une grande diversité de structures. C'est-à-dire, on trouve de l'urbain, du rural, on trouve des structures d'insertion, d'autres ressourceries qui ne sont pas structures d'insertion, des ressourceries qui fonctionnent avec des salariés, d'autres presque exclusivement avec des bénévoles, et des diversités également de taille, des toutes petites structures et des structures de taille plus importante. Voilà. Donc, par rapport à cette expérience, on la partage
partage donc, avec les porteurs de projets. Et en général, ce qu'on nous renvoie, c'est qu'effectivement, en voyant les gens travailler, en visitant les lieux, tout devient beaucoup plus concret quand on a un projet qui tourne autour du réemploi. Aussi, ce qu'on peut partager donc, par rapport à nos expériences, c'est que le réemploi, c'est quand même quelque chose qui est exigeant. Il y a beaucoup de technicité, il y a des filières, il y a de la réglementation et en plus énormément de mouvements et de changements. Donc, il faut toujours être au fait des questions. Donc, c'est vrai que là aussi, il peut y avoir un partage. Nous, au niveau des réseaux des ressourceries, on se réunit. Alors physiquement, maintenant, on est un peu plus en visio, mais j'espère que ça va revenir à la normale assez rapidement. On se réunit et on partage. On partage nos expériences, on partage nos problématiques, on fait de la veille réglementaire, on essaye d'innover, de parler de futurs projets qui répondent à des problématiques autour du déchet. Et donc, il nous arrive régulièrement d'accueillir au sein de nos réunions les porteurs de projets qui souhaitent s'engager sur la démarche d'adhésion auprès du Réseau national des ressourceries. Hein. On a un réseau très engagé, comme l'a dit Élise, donc, qui est vraiment qui porte des valeurs fortes. Donc, quand on sait qu'un porteur de projet avance sur son projet et souhaite adhérer au réseau, on l'invite bien volontiers à nos réunions pour qu'il puisse voir comment on partage nous, entre professionnels du réemploi, voilà les choses. On essaye aussi de faire profiter notre réseau. On rencontre des personnes qui sont un peu au tout début parfois de leur projet et donc les personnes qui ont été invitées ce matin, hein, qui se sont présentées, France Active, Alterancube, etc. On donne aussi, nous, ces contacts quand les personnes sont au démarrage et ne savent pas trop comment s'y prendre voilà, au niveau des réseaux. On organise des journées techniques, Élise l'a dit rapidement, autour d'une filière spécifique. Par exemple, les D3E, là récemment, on a organisé une journée de formation avec des professionnels. Voilà. Donc, on essaye d'être le plus possible dans le partage. J'ai vu dans les personnes qui étaient présentes aujourd'hui qu'il y avait des gens, nous, qu'on avait même reçus en période d'immersion, qui étaient donc demandeurs d'emploi au moment où ils portaient leur projet. Et du coup, on avait choisi la PMSMP, hein, donc la possibilité qui est donnée par Pôle emploi de faire des périodes d'immersion et leur dire venez voir la vraie vie d'une ressourcerie et ça vous aidera pour avancer sur votre projet. Et on espère que ça a été le cas. Voilà, je ne vais pas en dire plus et puis on va laisser la place peut-être aux questions-réponses. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation conjointe. J'ai une question dans le chat pour vous. Est-ce que vous accompagnez aussi des communautés de communes, des EPCI qui souhaiteraient contribuer à Ok. Du coup, qui est-ce qu'il vaut mieux contacter pour vous sur le territoire? Est-ce que c'est plutôt Élise, plutôt Sarah pour la... Nous, en fait, au niveau de l'accompagnement, on renvoie notamment sur ça, on va travailler conjointement avec le national et le régional. Donc, ce qu'on renvoie, c'est vraiment vers Vincent Joanneau qui va ensuite nous interpeller, nous, sur les parties plus spécifiques qu'on va pouvoir porter au niveau régional. Très bien. Donc, du coup, d'abord par le national et ensuite, ça redescend. C'est le national qui fera le lien avec vous. Très bien. Voilà, en sachant que... Ah, pardon, Sarah, vas-y. Non, j'ai dit on essaie de compléter justement ce que fait le national avec ce qu'on peut faire nous au niveau du régional et pas faire la même chose hein, pour que ça soit plus intéressant pour les personnes. Après, moi, pour vous répondre concrètement, je suis très sollicitée par les collectivités, surtout là, depuis les dernières élections, qui ont des projets de ressourcerie, mais vraiment pas du tout avancés. Hein. Mais au moins, voilà, ça leur sert à avoir les premières informations sur c'est quoi une ressourcerie, qu'est-ce que ça demanderait si on en implante une sur notre commune, etc. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est que nous, notre volonté, actuellement, on n'a pas de salariés au sein du réseau régional. C'est vraiment un manque pour nous parce qu'on a beaucoup augmenté. Là encore, aujourd'hui, on valide au national une nouvelle adhésion d'une ressourcerie. Et donc, nous, notre priorité au niveau régional, c'est de pouvoir embaucher un coordinateur qui va pouvoir aussi animer un peu plus le réseau et coordonner les demandes. Demande de s'occuper de l'accompagnement, enfin des demandes d'accompagnement au niveau local. Okay. Exactement. Très bien. Exactement. Il y a aussi une demande de la même personne pour Élise qui voudrait organiser une visite de la ressourcerie du Pont avec les élus. Du coup, je vous laisserai voir ça ensemble par la suite. J'ai une question aussi en privé qui s'adresse là à l'ensemble des personnes qui ont fait la présentation aujourd'hui. Les dispositifs que vous proposez, est-ce qu'ils sont gratuits ou alors est-ce que ça demande ou alors est-ce que c'est payant pour les porteurs de projets?
Donc, c'est adressé pour nous, hein, c'est ça? Alors, c'est adressé pour tout le monde, mais du coup, peut-être, Élise, vous pouvez commencer et puis après, les autres répondront. Sarah, tu me diras si je me trompe, mais nous, au niveau de l'accueil des porteurs de projets pour les visites, pour la plupart d'entre nous, on fait ça gratuitement, vraiment pour présenter la ressourcerie. Nous, notre volonté, c'est que le réseau se développe et qu'il y ait de plus en plus de ressourceries parce qu'on a identifié le besoin et on trouve ça cohérent sur le territoire que ces acteurs-là soient présents. Donc, c'est dans nos valeurs à 100%. Donc voilà, dans tout ce qui est le démarrage, l'accompagnement, pour l'instant, on le fait de bon cœur et bénévolement. Et c'est aussi l'idée de pouvoir le faire une fois qu'on aura un coordinateur au niveau régional. Ensuite, tout ce qui est formation, elles sont payantes, peuvent être prises en charge. Donc là, il y a vraiment plusieurs possibilités de prise en charge pour pouvoir se former, notamment sur les formations, créer une ressourcerie. Donc là, il ne faut pas hésiter à solliciter Sandrine pour trouver les financements. Je ne sais pas, Sarah, si tu veux compléter. Ouais, je vais compléter. Effectivement, nous, tout ce qu'on fait, c'est sur du temps masqué, hein, parce que du temps, on en a très, très peu. On est extrêmement sollicité. Je m'excuse d'ailleurs si j'ai du retard dans les mails de gens qui me sollicitent pour des projets, parce qu'on en a énormément de demandes de visite. Nous, on a la chance d'avoir, pour les ressourceries que je dirige, donc nous, on est atelier chantier d'insertion, et on a 5 sites à Montpellier et un Saint-Ouen-de-Sangonis dans l'Hérault. Donc, effectivement, on a une multiplicité d'activités, on est sur toutes les filières de déchets. Donc, c'est vrai que je pense que c'est très intéressant à visiter. Donc, oui, c'est gratuit. Peut-être que si, comme l'a dit Élise, on arrive à avoir un salarié, effectivement, ça permettra de consacrer plus de temps à l'accompagnement parce que notre temps est compté. Donc, on le fait vraiment voilà, avec beaucoup d'engagement. Moi, je le fais aussi porter par mes équipes, en plus de leur travail au quotidien, hein, qui est un travail au sein d'un atelier chantier d'insertion qui est déjà très exigeant et très réglementé, avec énormément de missions. Donc, voilà, tout ce qu'on fait là actuellement, c'est effectivement gratuit. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Pour les autres dispositifs, alors je ne vais pas trop m'avancer, mais il me semble que tous les accompagnements, les accueils, les informations sont gratuits, évidemment, aussi bien Alter1Cube que Realis, la région, évidemment, et l'accompagnement par France Active. Muriel me fait signe que c'est le cas. Il nous reste très peu de temps, donc est-ce que des participants ont des questions ? Des questions, si oui, je vous invite à les poser dans le chat. Je n'en vois pas a priori. Après, il est vrai que vos présentations étaient étaient vraiment très claires. Donc, il n'y en a peut-être pas pour cette raison-là. Je me permets juste, je vois une question dans le chat qui est est-ce que les recycleries spécialisées dans le textile peuvent rejoindre le réseau ? Donc, il faut savoir qu'on est en train d'opérer une ouverture du réseau aux structures monofilières. Donc, on a fait un premier questionnaire à nos adhérents pour voir leur position par rapport à cette ouverture. Elle a été plutôt bien reçue pour l'instant, sous couvert du respect de nos valeurs et de notre charte. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et normalement, si tout se passe bien, elle sera officialisée lors de notre prochaine assemblée générale extraordinaire qui a lieu en septembre. Très bien, merci beaucoup. J'ai une autre question de Mariotte de Trokemot Kids qui demande s'il existe un dispositif pour aider le financement de foncier, le droit au bail, loyer au démarrage. Donc Pauline, je vais peut-être te laisser répondre à cette question-là. Il me semble que c'est plutôt une compétence des EPCI et qui, du coup, faudrait se rapprocher vers l'EPCI de votre territoire. Mais Pauline, je te laisse compléter. Oui, c'est ce que je présentais tout à l'heure donc sur l'immobilier d'entreprise. On va être donc sur des besoins en effet liés soit à l'acquisition de bâtiments ou de terrains ou à l'aménagement de bâtiments existants, voire à la construction de bâtiments. La compétence première, ce sont en effet les EPCI des territoires, communautés d'agglomération, communautés de communes, métropoles, qui doivent être contactés. Et la région peut intervenir en complémentarité une fois qu'une communauté de communes ou communauté d'agglomération a décidé de soutenir le projet. La région n'interviendra pas en complémentarité sur le territoire des métropoles de Toulouse et Montpellier. Par contre, ça sera uniquement la métropole. Et nous, on ne sera pas donc sur, par contre, la partie loyer au démarrage, uniquement sur l'investissement.
Donc, Marie-Aude, en ce qui vous concerne, il me semble que vous êtes sur Toulouse Métropole. Donc, du coup, ça sera directement eux qu'il faudra contacter. Une autre question de Nadine Daugé. Si on a une idée, on commence par quoi? Alors oui, effectivement, là, on vous a présenté tout un panel de dispositifs, de structures qui existent et peut-être que vous pouvez vous sentir un petit peu perdu. Si vous avez juste une idée, vous ne savez pas encore trop vers où aller, moi, ce que je vous conseille, c'est de contacter une des têtes de réseau que je vous présentais au tout début. Vous pouvez contacter la CRES. Nous, on fait de l'orientation ensuite vers des dispositifs qui peuvent correspondre à l'état d'avancement de votre projet ou vous orienter vers des personnes qui peuvent proposer de l'accompagnement financier ou technique dont vous avez besoin. En attendant, je complète avec la réponse de Vincent Borel qui précise qu'en chaque début de mois, il y a une réunion d'information collective qui est organisée et qui, du coup, vous permet d'avoir les informations. Donc, si vous en êtes à l'état du démarrage de votre projet, assister à une de ces informations collectives, ça peut vous donner des pistes, notamment pour savoir comment intégrer Realis ou comment intégrer l'incubateur. Et si vous êtes disponible ce jeudi, il y a une réunion d'information. Séverine aimerait visiter un atelier chantier d'insertion dans le recyclage textile, mais il est difficile de se trouver des structures via Internet aux alentours de Toulouse. Alors ça, Séverine, si ça vous convient, je vais vous répondre tout à l'heure en vous envoyant un mail en message privé pour préciser un petit peu votre demande. Je vois qu'il est déjà 11h02, donc je vous propose d'arrêter les questions maintenant. Je vais juste finir par je vais juste partager mon écran pour vous faire part de deux informations avant de nous quitter. Donc ce webinaire a été organisé dans le cadre du PRAEC, donc en collaboration avec l'ADEME, la CRES et la région Occitanie. Donc on vous présentait en début de webinaire les deux groupes de travail, les deux communautés qui existent sur le site de Cyclope, Connaître et faire connaître les 3 R, dont une réunion de travail est organisée ce jeudi à partir de 14h. C'est vraiment un groupe de travail pour réfléchir en commun à comment faire découvrir, mieux faire connaître les entreprises du réemploi auprès des collectivités, comment communiquer auprès d'elles pour se faire connaître. Donc, si vous êtes disponible et que le sujet vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. Et puis, le webinaire de ce matin était la première étape, si je puis dire, d'une série de 2 webinaires. Le second sera plus centré sur des témoignages d'acteurs. Ce matin, on a beaucoup parlé de dispositifs qui étaient mobilisables à la création, au démarrage de l'entreprise, même si les dispositifs présentés peuvent aussi intervenir dans une phase plus développement une fois que l'entreprise est déjà créée. Et le mardi 6 juillet prochain, on va vous présenter des dispositifs un dispositif qui est plus centré sur le développement de projet une fois qu'il a plusieurs années d'existence. Et puis, interviendront 3 témoignages d'acteurs d'entreprises de 3R qui ne sont pas de la région Occitanie, qui sont soit des recycleries, soit d'autres projets du réemploi, qui vous présenteront comment est-ce qu'elles ont amélioré comment elles se sont développées, comment est-ce qu'elles ont développé de nouvelles compétences, de nouvelles activités au sein de leur structure. Et du coup, il y aura un temps d'échange qui sera beaucoup plus important si vous voulez leur poser des questions sur leur retour d'expérience. Mais vous aurez l'invitation très, très prochainement. Perrine, je te laisse le mot de la fin. Merci Louise, merci beaucoup. J'allais justement compléter en vous invitant chaleureusement à aller du coup sur la plateforme Cyclope et notamment du coup sur la communauté Monter et faire vivre un projet, parce que du coup vous y retrouverez les présentations de ce matin,
mais également en fait tous les membres de ce groupe de travail. Donc voilà, ça vous permet aussi de rentrer en relation avec les acteurs avec lesquels ce sera intéressant pour votre projet. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre cette communauté. Aujourd'hui, il y a 45 membres, mais on était très nombreux ce matin. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, on vous enverra donc les présentations avec les coordonnées également des structures. Voilà, merci à tous pour votre participation jusqu'au bout, parce que voilà, on est toujours très nombreux. Et puis, on vous donne rendez-vous du coup le 6 juillet pour la suite sur ce projet de monter et faire vivre un projet 3R. Merci beaucoup. Merci Perrine, et je remercie encore tous les participants de ce matin, à la fois les intervenants qui sont venus présenter les dispositifs de leur structure, mais également toutes les entreprises qui se sont prêtées au jeu de témoigner sur leur activité et l'accompagnement qu'elles avaient reçu de ces dispositifs-là, et bien entendu tous les participants qui sont venus assister de bon matin à cette présentation. Vous étiez 65 au plus haut du taux de participation. Je vous remercie chaleureusement. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Merci.